Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et autres coupeurs de cheveux en quatre, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert entre la culture et l'impertinence, et on le fait même à l'extérieur de la radio. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Sam l'a dit, nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tambour ouvert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Et chez Glil, du moins essaye, on écoute en Shazam sur la 3, l'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers. Et au programme de cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, un maestro des tifs, le coiffeur des stars en personne. Jelani Mahachi sera des nôtres pour un entretien exclusif comme on n'en fait plus. Shazam, c'est vraiment l'émission au poil. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles. On le prouve tout de suite, c'est parti. A silence so deafening. Et ce soir est une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, le coiffeur des stars en personne, Jelani Mahachi. Bonsoir. Bonsoir Eda. Tu es en Algérie pour présenter ton dernier livre justement au SIDA. Je voulais raconter surtout mon parcours parce que c'est pour aider surtout beaucoup de jeunes pour une intégration, parce que je me suis intégré dans plusieurs pays différents et je trouve toujours qu'il y a une réussite pour des jeunes Algériens, s'ils veulent réussir, c'est de savoir aussi s'intégrer dans une société. Moi j'ai rencontré vraiment pas beaucoup de difficultés dans ma vie quand on parle de racisme ou de quoi que ce soit sur le facial. Moi j'ai fait ce livre-là parce que je voulais prouver quelque chose à Philippe Bouvard, qu'on pouvait réussir en couchant avec les mots. Prouver ses capacités et prouver qu'on peut affranchir toutes les frontières, même si les cercles sont complètement fermés. J'ai voulu prouver qu'on pouvait réussir sans difficulté, parce que sans compromission. Voilà. Et en même temps, ce livre-là, ce parcours, je voulais prouver aussi et rendre des réponses à d'autres personnes, parce que je voulais rendre un hommage surtout à mon père qui était directeur d'hôpital à Renchla, et il a quitté malheureusement. Il est plus de ce monde et il a quitté surtout Renchla avec une amertume et il voulait pas partir, mais on l'a forcé à quitter l'Algérie. Parce que mon père, c'est vrai, à l'époque, il était directeur d'hôpital, on lui a collé certaines étiquettes qu'il n'avait pas du tout. La preuve, c'est qu'il est resté, il est parti longtemps après, il est parti 1 an après. Il a pris ses décisions, il avait 8 enfants, il s'est dit, je ne reste plus ici, je pars. Au début, c'est vrai, on lui en voulait un petit peu. Mais aujourd'hui, je lui donne raison, parce qu'il a sauvé la vie de ses enfants, c'est-à-dire de leur donner chacun une destination, chacun a eu une vocation quelque part dans sa vie. Comment est-ce que tu es tombé dans la potion magique de la coiffure à la base ? Parce que en 62, c'est 63, j'ai eu des difficultés d'école, parce que c'était très dur de quitter l'Algérie et se retrouver dans un autre pays où l'attention n'était pas encore au point entre l'Algérie et la France. Donc j'avais raté mes études parce que je me faisais insulter par un jeune élève qui me traitait de raton laveur, bougnoul, tout ce qu'on veut. Les classiques. J'ai entendu les côtés classiques, comme tu dis. Donc je me suis fait virer parce que je l'ai tabassé, je l'ai fait rentrer contre un arbre. Voilà, système d'autodéfense. Voilà. Donc viré du lycée, et je me suis retrouvé pendant 2 ans, 3 ans à rien faire. Mon père savait pas quoi faire de moi, je lui ai dit je voudrais être maçon, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai eu mon CAP de maçon. Après c'était pareil, même système, je trouvais pas de travail. J'ai rechangé de métier, j'ai fait de la mécanique auto. Et pareil, pas de boulot. Avec un CAP de maçon et de mécanicien, je trouvais pas de travail dans une ville de province où mon père était directeur d'hôpital. Donc j'ai quitté le domicile familial, je suis parti à l'aventure à Paris. La fameuse montée à Paris, voilà. Galère qu'on lira dans mon livre, que j'ai vraiment souffert. J'ai trouvé du travail dans un garage automobile. On m'a donné une voiture, je me rappelle comme aujourd'hui, c'était une 2 chevaux, il fallait réparer les cardons. Et mon patron, il a trouvé ça bizarre en peu de temps, 2 heures de temps, j'ai réparé les cardans d'une voiture. Il a eu tellement peur. Il est allé faire un essai avec pour voir si j'ai bien réparé ou non avant de la livrer au client. Donc le soir, il me convoque au bureau, il me dit écoutez, monsieur Jelani, le test il est fait,
au lieu de faire un test pendant une semaine, j'ai vu que vous travaillez bien, vous êtes attentionné, bon, je vous embauche, mais il y a un seul truc qui me gêne chez vous, je n'aime pas votre coiffure. Voilà, j'étais sûr. Donc j'ai quitté, j'étais tellement content de trouver du travail, et c'était mon premier emploi, donc quand je suis sorti, je cherchais un salon de coiffure partout, et à l'époque, il y avait des salons de coiffure, on les reconnaissait comme les bureaux de tabac avec des enseignes qui tournaient, vous savez, les trucs... C'était en quelle année à peu près? C'était en 68. D'accord. Voilà. Pile poil l'année pour, en fait. Voilà, l'année où ça allait très très mal en France, d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ce salon de coiffure, et sans faire attention, je ne savais pas où je mettais les pieds. Je rentre dans un salon et je vois sur les marches quelqu'un monter des escaliers. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas lui. Et moi j'étais fan de lui, ce type justement, c'était Antoine, avec les cheveux très très longs. Sans les problèmes. Avec les problèmes. Et j'ai connu les problèmes avant, qui sont devenus les Charlots. Les Charlots, absolument. Voilà. Et Antoine, ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Ouais. Et je lui ai dit, maman, dans 20 ans. Des élucubrations. Voilà. Tu connais ça. Et je descends dans ce salon de coiffure et je vois un mec avec des cheveux très très longs, des pattes pas possibles, des favorites, des pattes d'œuf et tout. Et c'était Jacques Declosé, c'est le frère du journaliste François Declosé, qui était coiffeur d'Antoine, de Charlot, de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Georges Moustaki. J'ai connu toute cette clique à cette époque-là parce que j'ai demandé à Jacques, est-ce que c'est facile d'apprendre la coiffure rapidement? Il me dit, moi-même, j'étais décorateur et je suis devenu coiffeur. Pourquoi tous les chemins, en fait, mènent à la coiffure? Quand ma chance, elle était là, je me suis dit, peut-être c'est ma destinée de... Et tu as oublié la mécanique du jour au lendemain? Il m'attend toujours, d'ailleurs. Je suis pas retourné. Heureusement, au contraire, c'est lui, en fin de compte, c'est grâce à lui que je suis rentré dans ce monde. Et de rentrer dans le grand cercle de la coiffure. En fait, c'est la proximité avec ces vedettes qui t'a attiré plus que le métier en lui-même. Travaillons avec Declosé et connaître ce monde-là, d'avoir de la chance d'avoir été accepté par Jacques Declosé, qui m'a appris ce métier. Donc pour moi, c'était facile. Après, toutes les portes sont ouvertes. Donc j'ai appris en tant qu'apprenti chez lui, et après je suis parti de mes propres ailes. Et j'avais toutes les références de Jacques Declosé, et après je l'ai relayé quelque part. Aujourd'hui, il est plus de ce monde, et j'ai gardé contact avec plusieurs stars. C'est comme ça que j'ai connu Michel Drucker, j'ai connu Gainsbourg, j'ai connu et j'ai fait les plus gros plateaux de télé. Il fallait bien trouver un tuyau quelque part. Et on en parle tout de suite après ceci. Alors Jelani, tu me disais en off évidemment que tu étais surpris de l'engouement que ton livre a provoqué aussi là, et tu penses que ça pourrait provenir de la photo, notamment la photo de couverture. Bah oui, parce qu'il y avait la Lune, et moi la Lune, je suis marié avec elle depuis 85. Tu fais des happenings en pleine lune, effectivement. Les soirs de pleine lune, je suis ouvert jusqu'à 6h du matin. Donc cette image-là, elle m'est restée collée partout, aussi bien que dans les réseaux sociaux que dans les médias, des grosses médias. Quand j'ai commencé à couper les soirs de pleine lune, je pensais que c'était une soirée, qu'on va s'amuser entre copains. Un gimmick médiatique. Voilà, faire une fête, et ça dure depuis 85. Et pourquoi spécialement à la pleine lune? Parce que j'avais suivi un vieux dicton qui disait que les femmes devraient confier leur tête à leur Figaro. Si elles voulaient avoir des beaux cheveux, des cheveux épais et des cheveux très longs, il fallait se faire couper les cheveux les soirs de pleine lune. En effet, j'ai fait ça, mais j'ai obtenu aucun test. J'ai trouvé que c'était du pipeau. Et grâce à un paysan normand qui m'a réparé l'erreur en me disant que j'avais tout faux et vrai, ça peut pas repousser plus vite si j'office dans la journée. La lune, il faut travailler avec elle la nuit, c'est-à-dire à Philadène, quoi, quand il y a la dane, du coucher du soleil. Donc, c'est comme la marée en fait. Voilà. La marée, pareil. Donc c'est à partir de là qu'il faut travailler avec la lune. Moi, j'y croyais pas tellement. J'ai dit pourquoi pas, je vais refaire un test et je vais refaire. Il est facile de voir si c'est vrai ou faux. C'est sur la repousse. C'est quand vous prenez une personne qui se décolore les cheveux, qui se colore les cheveux. La repousse normale est de 1,2 chez tout le monde. Pas beaucoup, c'est 1 cm. Et là, quand on les coupe, c'est vrai, le soir de pleine lune, là, les résultats sont là. J'ai eu même des constats d'huissier.
pour voir si c'était faux. Bah oui, parce que j'étais obligé de le faire parce que les scientifiques m'ont toujours agressé. Publicité mensongère. Pipeau. Tu as eu la chance de coiffer un nombre incalculable de stars. Tu peux nous en choisir 2, 3 avec quelques petites anecdotes sympathiques. Voilà. Qui m'ont marqué beaucoup parce que j'ai eu la chance, mais vraiment une grande chance dans ma vie, c'est d'avoir connu Serge Gainsbourg. Aussi Claude Brasseur. Mais Gainsbourg, j'avais c'était un type que j'avais vraiment peur de lui parce qu'il était lunatique. On peut pas savoir à quel moment. C'est imprévisible, Gainsbourg ou Gainsbar. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître chez De Chavannes sur un plateau de télé. Et après, il voulait un catogan. Je lui ai fait un catogan et il l'a gardé longtemps. Et après, il est allé essayer de se refaire son catogan ailleurs. On n'a jamais pu lui refaire le même catogan. Ah, il y a une technique particulière pour les queues de cheval et tout ? Parce qu'il voulait un catagon plutôt Gainsbar. C'est-à-dire, il faut qu'il soit coiffé, décoiffé. Il ne faut pas le truc serré comme une vraie queue de cheval. Et qu'il arrive à le réaliser aussi lui-même. Et j'ai eu la chance de sortir avec lui dans des soirées où j'étais invité. J'ai eu la chance aussi d'aller chez lui. Il était comment hors caméra ? C'est le même ou pas ? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Et on peut pas dire, parce que moi, souvent, je voyais quand on disait il picole, c'est vrai, il picole. Mais surtout après la séparation avec Jane Birkin. Il buvait beaucoup d'eau. Mais je pense que c'est un look qu'il avait, en fin de compte, le Gainsbourg, qui fait le mec complètement froissé, mais c'est complètement faux. C'est un mec qui est propre. C'est parce qu'il se donne une image qui lui restait collée à la peau depuis des années. Et quand on le voit, c'est vrai, dans la rue, on dit tiens, il est sale, C'est ce que disait Renaud à son propos, qu'il aimait beaucoup. Il a fini par devenir la caricature de lui-même. Voilà, Renaud, moi j'ai eu l'occasion aussi, bon j'ai pas coiffé Renaud, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois à la coulisserie des Lilas, parce qu'il habite au-dessus de la coulisserie, et je le voyais assez souvent, et c'est un type qui est, c'est vrai, il a son look, et chacun a une image, sa propre image pour, je sais pas, je vais pas dire pour se faire une marque, mais pour être reconnaissable immédiatement. Reconnaissable. Regardez tous les artistes, ils veulent toujours avoir leur coupe de cheveux plus ou moins toujours à la même dimension et à la même longueur et coiffé toujours. Genre Mireille Mathieu par exemple. Mireille Mathieu, c'est un bol. C'est un bol sur la tête qui marche et qui est toujours avec. Hein. Mais je préfère le look des autres que le look de Mireille. Mais dans la coiffure, en fin de compte, c'est aujourd'hui la coiffure. Moi, je pense, il faut la réaliser par rapport à sa morphologie, par rapport à son affectif, par rapport à son cérébral, par rapport à son instinctif. Et chaque artiste. Donc le coiffeur devient psychologue aussi. Je pense. Moi, je sais que je fais de la morphologie. Quand je regarde un visage, j'essaie de trouver quelle est la coiffure qui pourrait... Par exemple, là maintenant, quelle serait la coiffure qui s'adapterait à mon horrible visage ? Non, tu es beau, je trouve. C'était pour te pousser à dire ça. Mais je te vois très très bien avec des cheveux très très courts. Mais, sauf que tu as les golfs un petit peu dégagés et aujourd'hui, on peut... C'est l'âge. Mais non, c'est pas l'âge, t'es jeune encore. À part Gainsbourg, qui t'a marqué aussi ? Michel Aumont, un artiste. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un type qui, à chaque fois quand il vient dans mon salon, il me met l'ambiance et il parle avec tout le monde. Et il fait comme s'il était au théâtre en fait. C'est un homme de théâtre, c'est normal. C'est un homme de théâtre. Il fait du théâtre dans le salon, il parle avec tout le monde, il s'exprime. Lui-même il dit « Oh, je suis une vieille carcasse maintenant, je vaux plus rien, vous êtes encore jeune. » Le cabotin, comme on dit. Mais il le dit d'une façon où il met tout le monde à l'approche de lui. En fait. Quand c'est pas la star qui dit non, je veux voir personne autour de moi, je vais être tout seul. Non, c'est complètement faux. Ça, c'est un homme humain que j'aime beaucoup. Que j'ai appris aussi des choses avec lui, de façon je parlais longuement avec lui quand des fois il passe juste me voir parce qu'il habitait juste à côté de moi. Il passe au salon, on passe un petit quart d'heure, des fois 1 heure, on prend un pot et on parle de théâtre. C'est lui qui m'a fait découvrir le théâtre parce que moi j'avais jamais le temps d'aller au théâtre. Lui-même il m'a invité. J'ai vu ses dernières pièces comme celle de Clémenceau où il jouait avec Claude Tigre. Voilà, le Tigre. Et franchement, j'ai passé des moments que je pourrais jamais oublier.
Donc, outre la relation professionnelle, évidemment, ça se mue très très rapidement en relation humaine, voilà. Moi, il y a beaucoup d'artistes où je suis plus ami que... Enfin, mes clients, c'est différent. Parce qu'ils viennent pour se faire couper les cheveux et je les revois une fois tous les mois. Mais il y a beaucoup d'artistes où on est devenus, mais vraiment, copains. J'ai eu Vincent Lindon, par exemple, aussi. Vincent Lindon, je l'ai connu avant. Qui est réputé pour avoir un caractère pas super facile. Non, il faut le connaître. Moi, je l'ai connu, vous savez, Vincent, je l'ai connu, il n'était pas du tout acteur encore. Il débutait, il travaillait au Matin de Paris, le journal du Matin de Paris, où il était pigiste dans les petites annonces. Et il me disait toujours, ça je t'assure, je devrais attendre de mes parents, il me disait, Djelani, tu vas voir, je vais être un grand acteur. Ouais, je lui dirais... Il bégayait à l'époque aussi. Il bégayait, il est plutôt de tic. Il me dit, je vais être un des plus grands acteurs. Je lui dis, ouais, tu peux toujours rêver, parce que j'y croyais pas du tout. Je lui dis, c'est pas gagné. J'ai dit, moi j'ai rêvé d'autres choses et je l'ai pas eu. Bon, heureusement. Et il me dit, tu vas voir, on en reparlera. C'est vrai, il m'a laissé des dettes, mais il me les a remboursées après. Bon. Grand seigneur, quand même. Non, il me les a remboursés parce qu'il venait se faire couper les cheveux, il avait pas d'argent. Bon, je faisais toujours cadeau parce que c'était un copain. Et comme il travaillait au matin, il y avait des journalistes qui le connaissaient très très bien. Et il te les envoyait, donc voilà, petit retour d'ascenseur. C'était un pote, c'était vraiment un copain. C'est même plus, il y avait même plus le côté client, c'était terminé. Et aujourd'hui, je suis fier de lui parce que c'est une grande star. Qu'on le veuille ou on le veuille pas, c'est un mec qui est... Et aujourd'hui, il se reconnaît. Et je reviens, je lui dis, je m'excuse, je me suis trompé sur toi. Il vient encore se faire couper chez toi, les cheveux? Je vois souvent. Bon, des fois, il est un petit peu déchiré, lui aussi, parce que lui aussi se donne le look à Gainsbourg. Gainsbourg, c'est Gainsbourg. Vincent, c'est autre chose. Petite pause et on revient. Et on continue nos pérégrinations, capillotractées en compagnie du prince des coiffeurs, Djelani Mahachi en personne. Alors tu me disais à l'instant en off que tu avais été pris en otage. Raconte-moi ça. Voilà, j'ai créé un logiciel aux États-Unis, à Los Angeles, un logiciel qui me permettait de visualiser les gens pour leur trouver leur look. D'accord. Et que j'ai vendu un peu partout dans le monde. J'ai vendu au Canada, j'ai vendu au Japon, j'ai vendu surtout en France. Et donc j'ai eu tellement de retombées médiatiques, j'ai eu des Albanais qui étaient intéressés par le logiciel. Donc j'ai eu un militaire albanais qui était dans l'armée en retraite, et il voulait absolument investir sur un produit. Il pensait que c'était comme les photomatons, tu rentres dans un photomaton et ta coiffure elle change. Bon, ils ont oublié qu'il y a une tablette graphique, qu'il fallait avoir des notions de... Ils ont mal compris le concept, en fait. Ils ont mal compris. En fin de compte, c'est quelqu'un qui leur a acheté pour eux, donc j'étais obligé de partir à Tirana pour la formation. Je vais là-bas, ils m'ont très bien reçu, je fais la formation. 3 jours après, ils sont aperçus qu'ils n'ont rien compris. Ils ont compris plutôt qu'ils avaient fait une grosse erreur d'acheter... Tu as mis des Albanais en colère. Oula. C'est fou, ça. Coiffeur est un métier dangereux, en fait. Dangereux, surtout quand tu es créateur. Hein. Tu peux tomber. Des fois, tes coiffures peuvent t'amener vers le danger. Hein. Donc, comme ils ne comprenaient pas du tout, j'ai fait la formation. Donc, je suis reparti. Je suis rentré sur Paris. Le soir même, quand je suis arrivé sur Paris, le lendemain matin, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, monsieur Mahachi, il y a un petit problème, le logiciel est tombé en panne. Et comme il y avait un contrat de maintenance, de maintenance et tout, il fallait que je retourne. Et j'ai senti le truc pas normal. J'ai dit... Le coup fourré. Il n'y a aucun matériel qui tombe en panne, surtout au bout de 24 heures. Et comme je suis lié à ce contrat, la société avec qui je travaillais, j'étais obligé de repartir. Donc je suis revenu, j'ai fait un vol de Paris-Rome, Rome-Tirana. Quand je suis arrivé là-bas, bon, vous savez, je me sentais pas bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose... Le 6e sens de Djelani Mahachi. À Tirana, je sors de l'aéroport, je vois une grosse Mercedes qui m'attendait avec 3 mecs dedans. Ils m'ont attrapé, ils m'ont jeté dans la Mercedes. Ah, carrément. Manu Militari. C'est kidnapping. Hein. Ils m'ont emmené dans une cité, genre de bidonville, enfermé chez un couple de vieux. J'étais à l'eau et au pain sec. Pendant combien de jours? Ça durait pendant 3 jours.
Et sans nouvelles, sans contact avec ta famille, ni rien. On veut. Ah, j'avais plus de contact. À cette époque-là, il n'y avait pas de portable, je pouvais pas téléphoner. C'était avec des cabines téléphoniques. Il fallait pouvoir sortir aussi pour aller. Et justement, c'est une des cabines qui m'a sauvé. Donc, il fallait ramener l'argent. Ils demandaient combien? 30 000 dollars. Ah, quand même. Tu as de la valeur, dis donc. C'était un logiciel qui coûtait cher avec du matériel, hein, et tout était compris avec la formation et tout. Comme c'est une personne qui m'a mis en compte, c'est elle qui a fait les transactions avec eux, je lui ai dit, écoutez madame, moi s'il m'arrive quelque chose, c'est vous qui allez voir des problèmes. Parce que, étant donné que j'ai un passeport français, j'ai dit, moi j'ai prévenu des gens au cas où il se passe quelque chose, ils seront obligés d'alerter la police. Ce qui était faux, évidemment. Ce qui était faux. J'ai joué vraiment. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais organiser avec mon mari. Parce qu'ils l'ont amené, parce que comme je parlais pas albanais, elle servait d'interprète. D'accord. Ils lui ont demandé, il fallait qu'il ramène l'argent. Il faut qu'il demande à Paris qu'on renvoie les 30 000 dollars et qu'il se casse avec son matériel. Parce que il voulait. Moi, le matériel qu'il a acheté, c'est acheté. Hein. Comme il l'a acheté, il restait chez eux au départ à la commande. Il a été livré avant que j'arrive chez eux. Il est resté plus de 15 jours. Donc, le remboursement, c'était niette. Donc, il fallait organiser une évasion. Une évasion. Il fallait vraiment s'évader. Parce que je leur ai dit, OK, je vais téléphoner. Mais une fois un téléphone, ils m'ont amené dans une cabine téléphonique. C'est-à-dire, c'était préparé par les gens qui m'ont mis en contact avec eux. Donc il y avait une voiture qui était garée devant une cabine téléphonique. On m'a amené, on fait rentrer dans la cabine pour téléphoner. C'était à l'époque avec des cartes. J'appelais Paris pour envoyer. Enfin, je faisais semblant de parler, mais je ne parlais pas du tout parce que ça ne marchait pas du tout parce que la société, elle aurait jamais, même en disant oui, ils vont pas envoyer quelqu'un. Et on ne négocie pas avec les terroristes, voilà. Pendant que je parle, je pousse la porte de la cabine. Il y a la voiture qui était préparée déjà à l'avance devant la cabine téléphonique. Ils m'ont jeté dans la Mercedes et elle est partie en tremble. Et les autres, ils étaient armés. Hein. J'étais planqué chez d'autres personnes. Ah oui, non mais c'est une histoire de fou. Hein. J'étais planqué chez d'autres personnes qui parlaient bien français. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé d'appeler l'ambassade de France. Donc l'ambassade de France, ils m'ont bien écouté, mais ils voulaient savoir si vraiment j'étais bien français. Il fallait que je donne mon numéro de passeport. Ah, carrément. Ah ouais, mon numéro de passeport. Ils ont appelé les ministères des Affaires étrangères à Paris, si vraiment j'existais. Donc, effectivement, ils m'ont trouvé que j'étais de nationalité française. Après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, préparez-vous, on envoie un 4x4 blindé qui était venu... 4x4 blindé. Avec militaires français, des militaires français, les militaires de l'ambassade. Ils sont venus, ils m'ont attrapé, ils m'ont protégé, ils m'ont jeté dans leur 4x4 et ils m'ont emmené directement à l'ambassade de France. Et les autres, ils étaient toujours dehors, ils attendaient pour me tirer dessus, si tu veux. Du coup, l'ambassade, j'ai été passé à un savant aussi à l'ambassade parce que j'ai eu un interrogatoire en bonne et due forme. Et après, c'est l'ambassade qui a pris ma protection jusqu'à Paris. Donc on m'a ramené sur des fourgonnettes blindées jusqu'à l'aéroport, jusqu'au pied de l'avion, avant de décoller, et après, je suis rentré sur Paris. Et depuis, tu refuses les clients albanais? Non, je refuse pas, mais... Tu te méfies. Je me méfie plutôt. Salut, je suis Yael. Je suis Virginie Ovana. Et vous écoutez Shazam sur chaîne 3, Alger. Et on enchaîne sur la dernière ligne droite de l'émission en compagnie du coiffeur des stars, Jelani Mahachi en personne himself. Maintenant que tu as écrit un livre, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai des projets, je sais pas. Je peux pas en parler pour le moment parce que si tu es dans Shazam, tu es obligé. Au moins un. Ça se réalise pas. Donc, j'ai plein de projets. Tu en choisis un, tu te débrouilles. Qui me tient depuis à cœur depuis très longtemps sur l'académie. Tu m'en avais parlé la dernière fois qu'on s'est vu. À chaque fois, il y a des croche-pieds. Mais j'insiste parce que j'ai aussi d'autres projets de salon de coiffure. En Algérie notamment? Ouais, en Algérie, même à l'extérieur. Pas spécialement qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, c'est un peu dur. Pourquoi? Pour le personnel. J'étais déçu sur les 3 derniers salons que j'ai ouverts en Algérie parce que j'ai pas envie d'en parler, Reda, parce que franchement, ils m'ont fait du mal. D'accord. Ils m'ont fait du mal parce que j'ai formé une équipe du personnel et il n'y a eu
N'ont pas été correct. Voilà, c'est tout. Mais je leur en veux pas non plus. Pour revenir sur l'Algérie, depuis 2-3 ans, il y a une espèce d'explosion, une grande mode des tutos coiffure sur Internet, des personnes qui veulent en faire leur métier. Quel regard de professionnel poses-tu sur ce phénomène? Moi, ce que j'ai vu ici, c'est bien. Je dis qu'il y a une certaine liberté. Parce que avant, la femme algérienne, même l'homme, avait du mal à franchir ce genre de look. Hein. On regarde des yeux. Aujourd'hui, c'est bien. Des fois, je vois des filles avec des cheveux bleus, des cheveux roses. Je trouve que c'est bien. J'aurais jamais cru que ça serait ouvert un jour en Algérie, parce que moi-même, en 69, j'avais les cheveux bleus. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. De Closet, justement, à l'époque, c'était lui qui était précurseur, à l'époque, de toutes les couleurs insolites. Je les ai portées. J'aurais jamais cru que ça allait revenir aujourd'hui à la mode. Bon, la mode, on a toujours dit que c'est un éternel retour. C'est un cycle. Donc, et là, quand je vois ça en Algérie, je trouve que c'est très beau. J'ai des mecs qui ont des bananes. La kératine. La kératine. C'est bien. Je trouve que ça se modernise et je trouve que ils sont libres maintenant, parce qu'avant ils avaient trop peur de porter des coiffures un peu destroy. Aujourd'hui, j'ai vu l'autre jour quelqu'un avec des tracés sur la tête. Je trouvais que c'était très beau, parce que je n'ai jamais vu, parce que déjà à Paris tu vois ça dans tous les coins de rue. Maintenant je les vois ici. Est-ce que c'est une immigration qui revient ici en Algérie, qui porte ce genre de délire, ou est-ce que c'est des jeunes qui suivent la mode ici? Moi je pense plus les jeunes qui suivent la mode à travers les joueurs de foot notamment. Les joueurs de foot notamment. Parce que la preuve, c'est que moi j'ai fait des coiffures en ballon de foot depuis 82, et aujourd'hui je vois à Paris plein de mecs avec la tête en ballon de football, et c'est bien. Donc je suis fier parce que j'ai inventé un truc qui fonctionne 30 ans après. C'est pas mal. Un dernier mot pour les auditeurs de Shazam? Je leur demande de lire mon histoire, et je leur souhaite un grand voyage. Et surtout découvrir mon expérience, mon parcours. Qui peut peut-être en inspirer d'autres. Hein. Et j'aimerais avoir des commentaires là-dessus. Djelani Mahachi, c'était un pur plaisir de te recevoir dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. Je reviens quand tu veux aussi. Merci beaucoup.